Bonjour à tous, comme promis, je reviens vers vous concernant la suite des exercices et la fin, en fait, enfin presque, sur la récurrence. Parce qu'en classe, on en a déjà traité un certain nombre, mais on n'a pas eu le temps de terminer. Et malheureusement, comme je vous le disais, on est un peu obligé d'avancer parce qu'on a un programme à tenir. Donc, je vous propose justement la suite des épisodes en vidéo. Alors sachant que donc vous voyez à l'écran, hein, les exercices qui sont prévus sur la vidéo, donc c'est quand même assez dense. Donc je vous dirais que le 23 n'est pas forcément absolument nécessaire si vous avez un peu de mal. Et après, qu'est-ce qu'il y avait voilà, le 28 est très ressemblant à ce qu'on a déjà fait aussi. Donc je dirais que le plus important là à faire avec moi, ce serait le 30, 31, 26, 27. Si jamais vous n'avez pas le temps, c'est déjà assez conséquent, vous verrez. Après, si vous avez le temps, c'est encore mieux, bien sûr, de faire les 6. Voilà. Alors, je ne les ai pas pris dans le sens, enfin, dans l'ordre par rapport à l'affiche. Bon, pour des raisons que, si j'y pense, j'expliquerai au fur et à mesure, mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, donc voilà, il s'agit d'aborder les derniers exercices du chapitre. Ils sont donc des situations, on les a toutes déjà rencontrées, sauf peut-être les 26 et 27 qui sont des situations qu'on a rencontrées, mais pas de cette manière-là. Donc vraiment, pour le coup, vraiment intéressant à faire avec moi et même à préparer peut-être tout seul. Voilà, parce que ça va utiliser les études d'une fonction auxiliaire. La fonction génératrice exactement. Donc, bref, enfin voilà. Donc là, on va aborder un petit peu des situations globalement qu'on a déjà vues, mais souvent soit avec des petites questions en plus, soit quand même un petit peu différemment. Enfin, voilà, donc ça va compléter le travail qu'on a déjà fait. Sachant qu'après, derrière, il serait intéressant d'aller traiter les extraits de bac. Alors, on en fera peut-être un ou deux ou trois, mais on n'arrivera pas à faire les six qui sont sur la fiche. Donc là aussi, n'hésitez pas à essayer vous-même à poser des questions, parce qu'il y a certes une évaluation qui arrive, mais la récurrence, c'est vraiment quelque chose qui reviendra même dans les évaluations d'après, peut-être de façon plus ponctuelle, mais ça reviendra, et évidemment, ça reviendra à l'examen final. Voilà, donc c'est un travail finalement sur un long terme, pas que là pour l'évaluation. Bref, alors donc si on commence, donc numéro 30, alors vous commencez à le voir hein, à l'écran et vous allez le voir tout au long de la vidéo. J'ai essayé d'écrire déjà un maximum de choses avant de commencer pour que la vidéo soit la plus courte possible parce que forcément avec 6 exercices, ça promet une vidéo quand même assez longue. Donc voilà, soyez pas surpris, il y a déjà une partie des choses qui sont écrites. Alors, donc le numéro 30, je commence par celui-là. Il est assez intéressant parce que justement, c'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour le coup ailleurs, même si on a déjà vu ce type de questions. Mais en fait, vous allez voir qu'on vous fait démontrer quelque chose de faux. Alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous voyez bien que dans la première question, d'ailleurs, on ne vous demande pas de démontrer la propriété, on vous demande juste de montrer que la propriété est héréditaire. C'est-à-dire que si je suppose qu'elle est vraie à un certain rang n, alors elle est encore vraie au rang suivant, mais sans l'initialisation. Voilà, donc c'est pour ça que, vous voyez que là donc j'ai réécrit la propriété. Alors je rappelle que être multiple de 3, ça veut dire être égal à 3 fois un entier, donc c'est ce que j'écris 3k. Donc 4 puissance n plus 1 serait égal à 3k. Bon, il suffit de faire rapidement un calcul de tête hein, pour voir que c'est quand même bizarre, mais bon, on peut le tenter. Hein. Mais 4 puissance 0 plus 1, déjà, ça fait 1, donc c'est pas un multiple de 3. 4 puissance 1 plus 1, ça fait 5, c'est pas un multiple de 3. Et là, il semblerait que l'hérédité soit possible pour tout n appartenant à n, donc supérieur ou égal à 0. Donc il y a quand même anguille sous roche. Mais bon, on nous demande de montrer l'hérédité, c'est que ça doit être possible. Donc je me lance, alors hérédité, alors je n'ai pas mis on sait que, puisque là on n'a pas de suite définie, hein, on n'a pas d'information autre que la propriété qu'on veut démontrer. Donc je suis directement à mon on suppose que. Alors, est-ce que je vais écrire dans la même couleur? Bon, je crois que c'est mieux qu'on change de couleur. Ce sera plus évident, du coup, ce qu'on remplit. Je vais prendre un bleu ciel, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on suppose? Eh bien, on suppose justement que 4 puissance n plus 1 s'écrit bien 3k avec k entier. Je rappelle que tous les entiers, quand on inclut les négatifs, ça s'écrit z.
n, ce sont les entiers positifs ou nuls, z, ce sont tous les entiers qui existent. Et là, en l'occurrence, rien ne m'oblige à ce que ce soit positif. Bon, cela dit, 4 puissance n plus 1, c'est positif, hein, donc on pourrait mettre appartenant à n, mais je vais rester le plus général possible. La plus générale possible, pardon. On veut montrer qu'alors, donc je vais montrer la même chose, mais pour le rang suivant, c'est-à-dire que je vais remplacer n par n plus 1, donc 4 puissance n plus 1 égale 3 fois un entier là aussi. L'entier, je lui donne un autre nom parce que rien ne me dit que ce sera le même. Il y a d'ailleurs fort à parier que ce ne soit pas le même. Donc je vais l'appeler K', vous commencez à avoir l'habitude, avec K' appartenant à Z. Voilà, donc on aimerait montrer ça. Alors, je pars de mon 4 puissance n plus 1 et je veux montrer que c'est égal à 3 fois un entier. C'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois. Je pense que ça vous parle. Bon, on va voir. Rappelez-vous, hein, la seule chose qu'on peut utiliser, c'est notre hypothèse de récurrence, puisqu'on n'a rien d'autre à notre portée, qui est là. Voilà. Donc, comment je peux l'utiliser là-dedans? Là, ça aussi, c'est une astuce qu'on a déjà vue plusieurs fois. En fait, on va casser la puissance 4 puissance n plus, enfin l'exposant 4 puissance n plus 1 en un exposant n, un exposant 1. Je n'oublie pas d'écrire le plus 1 à côté, attention. Et le 4 puissance n, ça me parle, puisque je l'ai dans mon hypothèse de récurrence. Donc justement, de mon hypothèse de récurrence, je peux déduire que 4 puissance n, il s'écrit 3k moins 1, puisque le 1 qui était à gauche, je peux le soustraire, et donc il va se retrouver entre guillemets à droite, mais avec moins 1. Et c'est ce que je vais faire. Donc je remplace 4 puissance n par, donc j'ai dit 3k moins 1, multiplié par 4 puissance 1, c'est 4, hein, plus 1. Et après, souvenez-vous, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, il suffit finalement de juste calculer. Donc j'ai 12k moins 4 plus 1, c'est-à-dire 12k moins 3. Et comme par hasard, c'est bien un multiple de 3, puisque je peux factoriser par 3 et dire que c'est 3 facteurs de 4k moins 1. Et 4k moins 1, c'est bien un entier, que je peux décider d'appeler k'. Donc effectivement, ça s'écrirait 3k'. Et donc, je déduis que Pn plus 1 est vrai. J'avais supposé que Pn était vrai et j'arrive à Pn plus 1 est vrai. Donc, effectivement, Pn est bien héréditaire. Donc, ça, c'est déjà écrit. Puisque j'arrive à montrer que si elle est vraie à un certain rang, elle est encore vraie au rang suivant. Est-ce qu'elle est pour autant vraie pour tout n? C'est la question qui est posée dans la question B. Là, on n'a pas initialisé. Est-ce que c'est indispensable? Bon, je pense que vous vous doutez que oui, puisque je vous ai obligé à l'écrire à chaque fois. Mais on va expliquer quand même, hein. C'est-à-dire que là, en gros, on explique que oui, je vais avoir cet héritage, en fait, d'un rang au suivant. Sauf qu'il faut qu'à un certain moment, c'est comme si un héritage dans une famille, pour que l'héritage passe d'un ascendant à un descendant, il faut qu'à un moment, quelqu'un l'ait possédé. Sinon, il ne risque pas de passer de génération en génération. Et là, c'est le même problème. Si la propriété n'est jamais vraie, c'est-à-dire si l'égalité ne possède jamais la vérité, donc à aucun rang, elle ne risque pas de s'hériter d'un rang sur l'autre. Même si, en supposant qu'elle serait vraie sur un rang, on pourrait passer au suivant. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair là comme ça. En plus en vidéo, vous ne me voyez pas, vous voyez pas faire des gestes, etc. Mais bon, je l'avais quand même expliqué en classe, donc je pense que vous comprenez l'idée. Si je n'ai pas l'impulsion sur le premier rang, le premier ou en tout cas au moins un rang, je ne peux pas après avoir cet héritage d'un rang sur l'autre. Voilà, même si l'héritage serait en théorie possible. Donc la réponse du coup c'est non, elle n'est pas vraie. Et encore une fois, pour le montrer, il suffit de s'en convaincre, hein. Alors, je vais quand même tout écrire. Donc Pn n'est pas initialisé. En tout cas, on ne parvient pas à initialiser Pn. Alors, je vais plutôt peut-être l'écrire comme ça. Parce qu'après tout, on n'a pas essayé jusqu'au rang 100, 1000. Peut-être qu'à un moment, il s'initialise, hein, mais bon, c'est assez peu probable. Et en fait, on va le faire, justement, on va écrire les exemples et on va vite voir que c'est... En fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça peut se démontrer d'ailleurs, hein, que 4 puissance n plus 1 n'est pas un multiple de 3. Hein, puisque... bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, sinon ça va rallonger encore. Bref, donc, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on ne parvient pas à initialiser Pn. En tout cas, à partir de 0, clairement, enfin, là, après tout, là, on nous dit à partir de 0. Donc, à partir de 0, clairement, on n'a pas l'initialisation. Voilà.
notamment, donc 4 puissance 0 plus 1, c'est pas égal à 3k. Je ne peux pas l'écrire comme un multiple de 3 puisque ça fait 2. 4 puissance 0 plus 1. Ah, tout à l'heure, j'ai dit que ça faisait 1 peut-être. Oui, je me suis trompée, pardon. Pour ceux qui ont suivi. 4 puissance 0, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Enfin, dans les deux cas, de toute façon, ce n'est pas un multiple de 3. Donc, on ne parvient pas à initialiser Pn. Donc, l'hérédité est inutile, en fait. C'est-à-dire que la récurrence ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est un exercice qui est pas si compliqué que ça et qui permet justement de voir l'importance de la rédaction complète de la récurrence jusqu'à la conclusion. Voilà, je détaille pas plus. Si vous avez envie de plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Voilà. J'essaie de ne pas trop faire de parenthèses parce que sinon ça va vraiment être trop long. Alors le 31. Alors le 31, lui c'est un grand classique qui ressemble beaucoup au 29, je dirais même en plus simple. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas fait, arrêtez la vidéo, essayez-le tout seul et après seulement regardez la correction. En tout cas, donc si je veux montrer, donc là on me dit montrer que, donc a priori c'est que 5 puissance n moins 1 c'est bien un multiple de 4. Ça fonctionne pour n égale à 0, ça fonctionne pour n égale 1, pour n égale 2, là comme ça déjà de visu, bon, on peut croire l'énoncé visiblement. Et justement, on va essayer de le démontrer. Alors pour n égale à 0, donc je remplace n par 0, ça me fait 5 puissance 0 moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 0, je rappelle qu'il est multiple de tous les entiers, non nul en tout cas, puisque c'est 4 fois... là par exemple, c'est bien multiple de 4, puisque c'est 4 fois k avec k qui vaut 0. D'ailleurs, je peux l'écrire peut-être 4 fois 0. Et ce serait valable à n'importe quel diviseur. Donc c'est 5 fois 0, c'est 10 fois 0, c'est 12 fois 0, etc. Donc c'est bien égal à 4k. Et donc effectivement, P0 est vrai. Ça, déjà, c'est bon. On a notre initialisation. On a vu, c'est important. Alors, l'hérédité, j'ai pas de on sait que là non plus. J'ai pas de suite définie. J'ai pas d'autres informations quelconques. Donc j'ai juste un on suppose que. Donc on suppose justement que 5 puissance n moins 1, ça s'écrive bien 4k, avec k entier toujours, donc je vais mettre k appartenant à z. Voilà. On veut montrer qu'alors, donc on aimerait montrer qu'au rang suivant, c'est encore le cas, donc 5 puissance n plus 1 moins 1, il faudrait que ce soit encore un multiple de 4, donc 4k', avec k' appartenant à z. Bon, même principe, je vais me lancer. C'est exactement le même procédé que la question d'avant, sauf que la question d'avant, comme on n'avait pas l'initialisation, bon, ok, le procédé fonctionnait, mais la propriété était fausse, en réalité. Alors que là, le procédé va fonctionner, mais comme en plus j'ai pu initialiser, ça va me faire une propriété vraie, et vraie pour tout rang n. Donc là, je fais comme tout à l'heure, je casse mon exposant en 2, donc 5 puissance n fois 5 puissance 1, moins 1. Je vais pouvoir remplacer mon 5 puissance n en utilisant l'hypothèse de récurrence qui est ici. Parce que je peux dire que c'est pareil que 5 puissance n égale 4k moins 1. Et donc, si je remplace, ça me donne 4k moins 1 fois 5 moins 1. Ça fait donc 20k moins 5 moins 1, donc moins 6. Et ça, effectivement, je peux dire que c'est 4 facteurs de 5k et non. Alors, attendez, j'ai dû faire une bourde. Voilà, c'était plus 1. Ah, c'est... oui, j'ai préparé, mais pas tout, vous voyez. Les erreurs, ça arrive. Du moment où on s'en rend compte en cours de route et qu'on rectifie, c'est pas très grave. Donc là, c'était un plus 4. Pardon. Donc, 4 facteurs de 5k plus 1, c'est mieux. Parce que justement, avec 6, je ne sais pas si vous avez suivi ma bourde, mais ça ne pouvait pas marcher puisque, justement, 6 n'est pas un multiple de 4. Si je factorise par 4, je vais avoir besoin de prendre un décimal, ce qui ne fonctionne plus pour ce que je veux montrer puisque moi, je veux obtenir un entier. Et justement, 5k plus 1, c'est un entier, puisque k est entier. Donc, je peux dire que ça, c'est k' entier. Et donc, j'ai bien l'expression que je voulais, qui est donc 4 fois un entier, 4k'. Voilà, donc Pn plus 1 est vrai. Donc, j'ai montré qu'elle était initialisée, que Pn implique Pn plus 1. Et donc, je peux en déduire par récurrence que Pn est vrai pour tout n.
Voilà pour le 31. Donc, bon, vraiment un classique à maîtriser, vraiment le type d'exercice que vous pouvez retrouver en évaluation, en examen, voilà, quelque chose d'assez classique. Ensuite, donc, après, il y avait le 28 que je voulais vous montrer. Alors, le 28, il fait partie des deux que je vous ai dit qui n'étaient pas forcément nécessaires. Alors, le 28, pas parce qu'il est trop difficile ou parce qu'il est hors programme ou je ne sais quoi. Non, au contraire, il est très classique et tellement classique qu'on a fait quasiment déjà la même chose dans d'autres exercices. C'est pour ça que si vous aviez déjà compris, il n'y a pas forcément besoin d'en refaire un. Mais ça peut être utile d'en avoir un de plus pour certains d'entre vous. Alors, donc, le 28, on vous demandait de taper la suite sur la calculatrice, de voir quelle était la monotonie. Alors, rien que pour la question, ça peut être intéressant de voir cet exercice quand même, parce que conjecturer la monotonie de la suite, vous ne comprenez pas forcément la question. Donc, conjecturer la monotonie, ça veut dire rentrer votre suite sur la calculatrice, voir déjà si elle est monotone. Alors, qu'est-ce que c'est monotone? C'est être croissante, pardon, ou être décroissante, c'est-à-dire avoir une seule variation, mono, une seule. Tant qu'à faire, on donne laquelle aussi, hein. C'est-à-dire que si elle est que croissante, on va pas juste dire elle est monotone, on va dire elle est monotone puisqu'elle est strictement croissante ou même juste croissante. Et vice-versa pour décroissante. Voilà, donc l'idée c'était de regarder sur la calculatrice. Alors là, c'est un peu compliqué techniquement de l'afficher à l'écran sur la même vidéo, donc bon, je vous laisse faire tranquillement. Normalement, vous vous rendez compte qu'elle est décroissante, c'est-à-dire que vous allez voir qu'elle se stabilise autour de 5, hein, enfin au-dessus de 5, mais elle est tout le temps au-dessus. Voilà. Assez vite, elle fait moins 4, attendez, moins 4, je sais plus. On est assez vite à moins 4,8, moins 4,9, etc. Mais voilà, ça continue à décroître. Donc elle serait a priori décroissante. Et donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans la question B par récurrence, pour changer. Voilà, donc du coup, ma propriété, là, je l'ai déjà écrite. L'initialisation, j'ai besoin, donc rappelez-vous, hein, pour ce genre de propriété, on a UN et UN plus 1 qui interviennent dans la propriété. Donc j'ai besoin pour l'initialisation de U0 et de U1. Donc je vais déjà calculer U1. Je vais réécrire U0 d'ailleurs. U0 vaut 0 et 0. Et U1 vaut moins 4 plus U0 sur 5, autrement dit moins 4 plus 0 sur 5, donc moins 4. Donc on a U0 qui est supérieur ou égal à U1. C'est bien ce que je voulais pour le rang 0, donc P0 est vrai. Ensuite, alors là on a bien un on sait que, puisque on détient une suite au départ, donc on a une relation de récurrence entre UN plus 1 et UN. D'ailleurs au passage, hein, il s'agit d'une suite arithmético-géométrique, elle nous avait manqué. Vous le voyez peut-être pas tout de suite, mais UN sur 5, c'est pareil que 1 cinquième fois UN. Donc elle est bien de la forme AUN plus B, cette suite. C'est bien une arithmético-géométrique voilà, sur laquelle on vous fait travailler. Bon là, les variations, de toute façon, ça reste le plus efficace, hein, la récurrence qu'on avait vu, donc hein, des manières pour étudier l'arithmético-géométrique, mais c'était plus pour obtenir la formule explicite. Après que la formule explicite, on peut étudier des variations. Enfin, ça commence à faire long, quoi, comme procédé. Alors, on suppose, donc justement, on suppose que UN est supérieur ou égal à UN plus 1. Et on veut montrer qu'alors, c'est encore vrai au rang d'après, c'est-à-dire que UN plus 1 serait lui aussi supérieur à UN plus 2. Alors, là, on regarde un peu la tête de la suite. On voit que finalement, quand j'ai UN, pour obtenir UN plus 1, parce que bon, rappelez-vous que vous savez ces deux choses-là et vous voulez obtenir cette troisième chose. Là, par exemple, si vous arrivez à passer de UN à UN plus 1, ou bien de UN, plutôt de UN plus 1 à UN plus 2, ce sera peut-être gagné. Après, il faut voir comment on y passe, hein, c'est tout le problème. Et justement, comment on passe de UN à UN plus 1, en utilisant la première, enfin le on sait que, là, donc la relation de récurrence, je vois bien qu'il suffit que je divise par 5 et que je fasse moins 4 et que j'ajoute moins 4. Donc finalement, je vais passer de UN à UN plus 1 assez facilement. Il n'y a rien de très mystérieux. Donc je peux partir de mon on suppose que, mon hypothèse de récurrence donc, et je vais appliquer les différentes étapes. Donc d'abord je divise par 5. Diviser par 5, comme 5 est positif, ça ne change pas le sens de l'inéquation, de l'inégalité plutôt ici. Et je vais faire moins 4. Parce
qu'on est d'accord que faire plus moins 4 ou moins 4, c'est pareil, hein. Donc, je vais avoir moins 4 plus un sur 5, supérieur ou égal à moins 4 plus un plus 1 sur 5. Et comme par hasard, ce truc-là, c'est un plus 1, et ce truc-là, c'est un plus 2. Et il n'y a pas eu de changement de sens, puisque je n'ai fait aucune opération nécessitant un changement de sens. Et c'est justement ce qui fait marcher ma décroissance. Puisque ce que j'ai supposé au rang n est encore vrai au rang n plus 1. Le sens n'a pas changé, tout est pareil, donc on reste bien dans le même ordre, et donc on a bien une décroissance par récurrence. Voilà pour le 28, qui est quand même intéressant pour s'entraîner. Ensuite, donc on avait le 26, 27 et 23. Alors pour ça, ça va se passer un petit peu plus bas parce que je voulais avoir plus de place, donc j'ai réinséré la fiche. Voilà, donc le 26, on l'a ici. Donc vous voyez qu'il se présente différemment. Certains prennent peur d'ailleurs, peut-être, parce que là, on vous parle d'une fonction, là, subitement. Alors pourquoi? Voilà, déjà, pourquoi on vous introduit une fonction alors que jusque-là, on a étudié les variations plus ou moins directement? En fait, dans les exemples qu'on a fait avant, avec les variations, là, sur les suites récurrentes, on aurait pu aussi, dans la plupart des cas, en tout cas, peut-être pas tous, mais dans la plupart des cas, on aurait pu aussi vous parler d'une fonction, la fonction génératrice. Mais on y arrivait sans. Donc, tant qu'à faire, quand on arrive à mélanger, quand on arrive à ne pas mélanger, je veux dire, suite et fonction, on s'en sort avec que les suites, bon, c'est déjà assez compliqué, en général, on garde ça. Là, ça va être pour des exemples où on ne peut pas faire autrement. En général, quand vous ne pouvez pas faire autrement, on vous introduit la fonction et on vous la fait étudier, pour que justement, vous compreniez qu'on va s'en servir. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que quand on ne vous la présente pas, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ce que je disais dans les exemples qu'on a fait avant, on aurait pu, si vous préférez faire ça, on peut le faire. C'est juste un peu plus compliqué à rédiger. Et souvent un peu plus long d'ailleurs. Voilà, alors, donc là, par exemple, dans le 26, je n'ai pas laissé la place de l'écrire, mais c'est pas grave. Vous voyez, on vous définit la suite un par un plus 1 égale f de un. Si je regarde qui est f, c'est le polynôme qui est là. Donc ça veut dire que un plus 1, concrètement, c'est 2 un au cube, moins 2 un au carré, plus un, moins 2. Je remplace x par un, en fait. Et ça me donne ma relation de récurrence. Un plus 1 égale tout ça. Donc, vous voyez, le problème, c'est que si je voulais montrer... parce que le but final, c'est de démontrer que la suite est décroissante dans cet exercice, par récurrence. Si je voulais le démontrer par récurrence, rappelez-vous ce qu'on a fait jusque-là. On partait de un supérieur à un plus 1, et on essayait de construire le rang suivant. Sauf que là, c'est ça le problème, c'est que si je veux le construire, je ne peux pas appliquer... alors, vous pouvez essayer, là, je ne vais pas le faire, parce que, encore une fois, sinon ça va rallonger. Mais je n'arrive pas à construire directement de un à un plus 1 avec des opérations élémentaires. Ce que j'appelle par élémentaire, c'est les additions, les soustractions, les divisions, les multiplications par des nombres fixes, ou bien l'application des fonctions de référence comme racine, fonction carré, fonction cube, voilà des choses très simples. Là, je ne peux pas parce que j'ai plein de choses. Alors, j'ai des multiplications, des additions, des cubes, des carrés, mais justement, j'ai de tout. Donc, je ne vais pas pouvoir avoir vraiment un ordre logique dans les étapes et pouvoir passer d'une étape à l'autre en construisant petit à petit ces choses-là. Il faudrait que je construise séparément chaque morceau. Sauf que ça ne marche pas dans les inégalités. Voilà. C'est pour ça qu'on va passer par les fonctions. Parce que si on arrive à savoir si la fonction... Parce qu'en fait, cette fonction f, là, qu'on vous donne, c'est la fonction qui permet de passer de un à un plus 1. Justement, c'est ce qu'on appelle la fonction génératrice. Ce n'est pas la fonction associée, puisque la fonction associée, c'est pour les suites explicites, qui sont déjà écrites comme des fonctions. Là, c'est bien une suite récurrente. Et cette fonction génératrice, c'est celle qui permet donc de passer de un à un plus 1. C'est ce qu'on applique à un pour trouver un plus 1. Bon, donc première question, on vous demande d'étudier cette fonction, en fait, c'est-à-dire trouver sa dérivée pour avoir ses variations. Parce que justement, il y a un moment où on va devoir appliquer cette fonction. On aura besoin de savoir si elle est bien croissante. Parce que si elle est décroissante, ça pose problème. On va espérer qu'elle soit croissante à chaque fois, justement. Alors, donc, ce qui nous amène aux dérivées. Alors, on en avait déjà un petit peu reparlé. On va remettre encore une petite couche. Elles reviendront très rapidement, de toute façon, dans les chapitres à venir. Donc là, c'est un polynôme. Bon, c'est pas très compliqué à dériver, normalement. 2x au cube, vous faites 2 fois la dérivée de x au cube. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Ensuite, moins 2 fois la dérivée de x au carré,
la dérivée d'x au carré, c'est 2x. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je fais là. Hein. Alors, il y en a à qui ça paraît sûrement évident, et il y en a beaucoup moins. C'est pour ça que je me permets de détailler. X, quand je dérive, il donne 1. Et un nombre tout seul, quand je dérive, quand il est tout seul, hein, je précise bien, il n'est pas collé à autre chose, ça donne 0. Donc, du coup, ma dérivée, c'est 6x au carré moins 4x plus 1, qui n'est autre qu'une fonction du second degré. Et rappelez-vous de quoi j'ai besoin, enfin, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur ma dérivée pour avoir les variations? J'ai besoin de savoir si elle est positive ou négative, ou bien une alternance de tout ça. Et comme c'est du second degré, vous avez les techniques pour faire ça. La plupart d'entre vous, je pense, passent par delta, donc c'est ce que je vais faire aussi. Et delta va nous donner les endroits où cette dérivée s'annule, et après, donc ce qu'on appelle les racines. Et grâce à ces racines, après, il y a une règle de remplissage qu'on a déjà revue, mais bon, ça ne fera pas de mal de la revoir encore, justement pour savoir où placer les signes, plus, moins, comment savoir où la fonction est positive ou négative. Alors, donc delta, donc je rappelle que c'est b carré moins 4ac. B, ici, c'est moins 4, donc moins 4 au carré, moins 4 fois 6 fois 1, ce qui fait donc 16 moins 24, ce qui fait moins 8, qui est donc négatif. Alors, ça vous désarçonne un petit peu souvent quand le delta est négatif, mais en fait, c'est le cas le plus simple, puisque ça veut dire que j'ai déjà fini, puisque je n'ai pas de racine à calculer, puisqu'il n'y en a pas. En tout cas, dans R, il n'y en a pas, on est bien sur R. Hein. Et comme il n'y a pas de racine, l'expression du second degré, elle est entièrement du signe de A. Et A, ici, c'est 6. Donc, je sais déjà que ça va être tout le temps positif. En fait, cette expression, quelle que soit la valeur de x que je lui mette, de toute façon, elle est strictement positive, elle ne s'annule même pas. Donc, j'ai une fonction qui est parfaitement croissante. Voilà, donc c'est finalement un cas assez simple. Donc, voilà. Bon, souvent, les fonctions comme ça, enfin, quoique, hein, en fait, au bac, c'est déjà tombé aussi les mélanges. Bon, j'allais dire les fonctions qui sont les fonctions génératrices de suite, souvent, ne sont pas très difficiles à étudier. Mais en même temps, on pourrait imaginer une première partie avec des fonctions même un peu plus tordues, et une deuxième partie avec les suites qui utilisent les résultats de la première partie. Hein. Donc, bon. En tout cas, pour l'instant, on ira rarement sur des fonctions très compliquées quand il s'agit de la génératrice. Alors, voilà, donc ça j'ai fait ma question 1. Ma question 2, alors où je l'ai prévue celle-là? Je l'ai prévue là. On me demande de calculer U1. Alors justement, c'est ce que j'expliquais. Hein. UN plus 1, vous l'obtenez en faisant F de UN. Donc U1, je vais l'obtenir en faisant F de U0. Autrement dit, 2 fois U0 au cube, moins 2 fois U0 au carré, plus U0 moins 2. Sachant que U0, je ne sais plus combien il vaut, mais on va le retrouver, il vaut 1. Ok, donc ça va me donner du coup 2 fois 1 au cube, moins 2 fois 1 au carré, plus 1 moins 2. Donc 2 moins 2 plus 1 moins 2, donc moins 1. Voilà, donc on retrouve bien effectivement U1 qui vaut moins 1. Bon, U0 valait 1, pardon. U1 est bien plus petit que U0, donc on a un début de suite décroissante. Hein. Et donc justement, c'est ce qu'on nous demande de montrer dans la question suivante. On nous demande de montrer justement que UN plus 1 est tout le temps inférieur ou égal à UN. Ce n'est pas vrai seulement pour le rang 0, ce serait tout le temps vrai. Elle serait donc décroissante. Et donc, on se relance de nouveau dans une récurrence. Donc là aussi, hein, j'ai mis déjà le schéma. Alors, initialisation, eh bien justement, on a déjà U1 et on a déjà U0, donc pas besoin de refaire les calculs. On a constaté que U1 était bien inférieur à U0. Donc P0 est vrai. Voilà, donc ça, inutile de tout refaire. On sait que, eh bien là, c'est notre suite. Hein. Donc on sait que F de UN, enfin, UN plus 1, c'est F de UN. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire la version complète, enfin la version détaillée. 2 fois UN au cube, moins 2 fois UN carré, etc. Mais vous verrez que ça ne va pas nous aider. Donc quand elle est écrite comme ça, en général, on la laisse comme ça. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir par la suite pourquoi je dis ça. On suppose que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. On veut montrer qu'alors UN plus 2 est inférieur lui aussi à UN plus 1. Voilà. Et comme d'habitude dans ces cas-là, donc les cas de monotonie, là, croissant, décroissant, je pars de mon hypothèse de récurrence et j'essaie malgré tout, même si là c'est plus compliqué comme j'expliquais, de construire le rang d'après.
et de montrer que je ne change pas de sens. Alors quand je vous dis que c'est plus compliqué tant que je n'ai pas cette fonction f. Là que j'ai la fonction f, en réalité c'est très simple, puisque qu'est-ce que je dois faire pour passer de un plus 1 au rang d'après ou de un au rang d'après? Je dois appliquer cette fonction, puisque rappelez-vous, un plus 1 c'est f de un. Donc je vais le faire, c'est-à-dire que je vais, voilà, je vais écrire f de un plus 1. Alors je vais parler du sens après, hein. Et justement, eh bien, f de un, c'est un plus 1. Et f de un plus 1, ben justement, c'est quand on applique f à un plus 1, c'est qu'on construit celui d'après, hein, donc c'est un plus 2. Voilà. Donc en termes de construction, en réalité, du moment où vous êtes embêté avec la fonction juste avant, après, c'est très rapide. Et alors, qu'est-ce qui nous assure qu'on ne change pas le sens? Eh bien, justement, c'est parce qu'on vient d'étudier la fonction f et qu'on a vu qu'elle est croissante. Donc, comme elle est croissante, j'ai beau l'appliquer des deux côtés, elle ne changera pas l'ordre des images, en fait. Les images seront rangées dans le même ordre que les antécédents. Donc là, on a juste à écrire car f est croissante, même strictement, hein, sur R, hein, d'ailleurs. Elle était croissante partout, donc... peu importe, là on n'a pas besoin de restreindre, on ne sait pas exactement les U, où est-ce qu'ils évoluent en termes d'intervalle. Bon, apparemment ils sont entre moins l'infini et 1, mais bon. En tout cas, de toute façon, on sait qu'elle est croissante sur R, donc aucun problème par rapport aux valeurs de U. Voilà, et donc bah, ça y est, c'est déjà terminé. On a déjà obtenu ce qu'on voulait pour Pn plus 1, donc Pn plus 1 est vrai, et donc la conclusion est toujours la même. Voilà. Il y avait une petite question C, alors c'était quoi? Ah oui, conclure quant au sens de variation. Bon, je l'ai suffisamment dit, hein, je pense. UN est donc décroissante. Voilà. Alors, on pourrait dire strictement décroissante si on avait montré strictement supérieure. Enfin, inférieure, là, par rapport à comment on l'a écrit. Et donc décroissante. Voilà. Le 27. Le 27, c'est exactement le même principe, sauf que la fonction est un tout petit peu plus tordue. Mais en fait, on va voir qu'en réalité, pas tant que ça, mais elle est quand même plus que la précédente. Voilà. Donc, ça commence pareil, on vous donne f, on vous dit... alors là, on ne vous dit pas que un plus 1 égale f de un, mais vous êtes censé le voir de vous-même, en fait, puisque si vous regardez bien, la fonction qui a été choisie, c'est la même chose que un plus 1, sauf qu'on a remplacé un par x. Donc, effectivement, f de x, si je mets un à la place de x, ça donne bien un plus 1, hein. Donc j'ai bien un plus 1 égale f de un, comme tout à l'heure. Et on vous fait étudier cette fonction sur 0 plus l'infini. On pourra éventuellement expliquer pourquoi ils ont choisi cet intervalle-là et pas tout R. Mais enfin voilà, il vous aide en fait, hein, c'est-à-dire que ça vous évite l'étude vraiment complète. Alors, donc f'. Donc pour calculer la dérivée, là il ne s'agit pas juste d'un polynôme, hein, il y a une division, donc faire attention. Il faut se souvenir que c'est de la forme de u sur v. Rappelez-vous que quand vous dérivez une division, enfin un quotient donc, ou bien si vous dérivez un produit, ce n'est pas évident. Voilà, si vous arrivez déjà à vous souvenir de ça, en général, après vous rappelez la formule. Voilà, c'est pas juste je dérive en haut, je dérive en bas, c'est terminé. Ça marche pas. Il y a une formule bien précise à appliquer, et c'est celle-là justement, U sur V, qui est censée donner U'V moins UV' sur V carré. Et donc justement, je vais détailler qui est U, qui est V, etc. Donc j'ai U de x qui est 3x, donc U', c'est 3. V de x, c'est 1 plus 2x, et donc V' de x, c'est 2. Donc U', alors, et maintenant je remplace, hein, donc 3 fois 1 plus 2x, moins 3x fois 2. Le tout sur V au carré, c'est-à-dire 1 plus 2x au carré. Alors je l'avais déjà redit, mais c'est pas grave, je me répète. Le V carré, vous ne le développez jamais, sauf vraiment extrême exception. Sinon, vous ne le développez jamais, puisque ce qui va nous intéresser, c'est le signe. Et comme on a déjà un carré, on sait que c'est positif. Donc surtout, on ne développe pas, puisque ça va masquer cette propriété qui est quand même assez sympa, puisque du coup, on n'aura pas beaucoup de travail. Donc en bas, on ne touche pas. En haut, en revanche, il va bien falloir savoir combien ça vaut. Donc on va développer. Donc 3 plus 6x moins 6x. Ça tombe bien. Et donc on obtient 3 sur 1 plus 2x au carré.
qui est, ma foi, très facile à étudier en termes de signes, puisque 3 est toujours positif, ça je pense que c'est plus à prouver, et 1 plus 2x au carré est toujours positif. Ça peut éventuellement s'annuler, donc le seul point, disons, de vigilance, ce sera éventuellement une valeur interdite. Mais sinon, on n'a pas de souci. Alors, du coup, dans mon tableau, alors ce que je viens de dire là, soit vous l'écrivez, soit vous faites comme moi, vous mettez tout dans le tableau. C'est vous qui voyez. Donc, soit vous écrivez à côté 3 est positif, 1 plus 2x au carré est supérieur ou égal à 0, parce que ça peut être égal à 0, ça. Donc, par la règle des signes, j'obtiens quelque chose de positif, donc la dérivée positive. Vous faites vraiment tout le détail. Soit vous faites tout dans un tableau. Du moment où vous mettez des lignes qui se divisent ou qui se multiplient entre elles, vous avez le droit de le faire comme ça. Hein. Parce qu'après, on applique la règle des signes qui est tout à fait autorisée. Donc lui, il vaut plus tout le temps. 1 plus 2x au carré, comme je disais, on sait que c'est plus. En revanche, ça peut valoir 0 à certains endroits. Quand est-ce que ça vaut 0 ? Ça vaut 0 quand 1 plus 2x vaut 0. Et 1 plus 2x égale à 0, c'est vrai pour x égale moins 1 demi. Et donc justement, c'est pour ça que je vous disais qu'ils ont été sympas sur l'intervalle, parce que moins 1 demi, donc la valeur interdite n'est pas dans votre intervalle. Donc, du coup, vous n'avez pas beaucoup de questions à vous poser. Sinon, il aurait fallu matérialiser une valeur interdite avec une double barre. Hein. Et c'était indispensable si on avait le moins 1,5 dans l'intervalle. Là, on ne l'a pas. Donc, je vais juste mettre son signe, c'est-à-dire positif. Et entre 0 et plus l'infini, ça ne s'annule pas. Puisque 1 plus 2x, ça ne vaut 0 que pour x égale moins 1,5. Du coup, si j'applique la règle des signes, justement, je retrouve ce que je disais, hein, une fonction dérivée qui est positive. Strictement, en plus, elle ne s'annule jamais. Et donc, une fonction strictement croissante. Je peux calculer éventuellement f de 0. En plus infini, vous ne savez pas encore faire. Donc, bon, on laisse tomber pour l'instant. Et f de 0, ça fait 3 fois 0. Alors, attention à ne pas prendre f', hein. C'est f qu'il faut récupérer, là, la fonction de départ. Ça fait 0 sur 1, donc 0. Donc là, on a 0. Donc, on sait en plus que la fonction, elle est positive, hein, tout le temps, puisque la plus petite valeur, c'est 0. Ok, et donc la suite, à condition que le terme de départ soit bien entre 0 plus l'infini, elle va être positive aussi. Parce que ça va suivre justement, on va être tout le temps dans cet intervalle. Bon, ok, ça, on va y revenir de toute façon. La question B, qu'est-ce qu'on nous demandait déjà ? Je vais y arriver, voilà. Question B, ah oui. Si x appartient à 0,1, il faut montrer qu'alors les images, elles aussi, appartiennent à 0,1. C'est pas très compliqué, alors on peut le rédiger de plein de manières. Enfin, on va pouvoir le faire justement déjà de façon intuitive. Si je calcule f de 1, donc f de 1 c'est 3 fois 1 sur 1 plus 2 fois 1. Autrement dit 3 sur 3, donc ça fait 1. Donc là j'ai un 1. Donc on voit bien quand même hein, que si je prends x dans cet intervalle, alors j'ai les images dans cet intervalle. Hein. C'est quand même assez flagrant, je dirais. Donc, il y a plein de façons de le rédiger. Soit on dit que f est strictement croissante sur 0,1 avec... Oui, on va faire ça d'ailleurs, c'est le plus clair. Avec f de 0 égale 0, f de 1 égale 1. Donc forcément, les images sont entre 0 et 1. Sinon, on peut le présenter avec des inégalités aussi. C'est-à-dire partir de 0 inférieur à x inférieur à 1. Appliquer f qui est croissante. Et donc, voilà, on peut le présenter aussi comme ça. Bon, moi je vais faire le choix plutôt d'une phrase. Donc là, f est, on peut dire f est strictement, on n'a même pas besoin parce que l'intervalle qu'ils ont choisi est fermé. Donc on peut rester large. F est croissante sur l'intervalle 0,1 avec f de 0 égale 0 et f de 1 égale 1. Ce qui signifie que vu qu'elle est croissante, elle ne pourra pas aller en dessous de 0 ni au-dessus de 1. Elle va directement de 0 à 1. Donc on peut déduire que, quel que soit x appartenant à 0,1, f de x aussi appartient à 0,1. Autrement dit, si j'ai x compris entre 0 et 1, son image aussi. Et ça va avoir une importance justement pour la question d'après. Parce que qu'est-ce qu'on doit montrer ? Que justement les UN sont compris entre 0 et 1. Il ne demandait pas de le faire par récurrence, mais je suis en train de réfléchir. Si on ne fait pas par récurrence, on ne va pas être très rigoureux. Mais en même temps, non, la rédaction, ça reste, je voulais vous l'éviter, mais
ça demeure une récurrence si on veut être bien rigoureux. Alors, donc, ma propriété, c'est que UN est borné entre 0 et 1. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, celle-là. Pour U0, ça fonctionne puisque U0 vaut 0. Donc, on a bien... Voilà, ça c'est U0. On a bien U0 qui se cale entre 0 et 1. Donc, P0 est vrai. On sait que... Alors là, on a notre suite qui est égale... justement, on peut dire que UN plus 1 égale F de UN. On suppose que... Alors, juste une remarque, hein, vous pouvez l'écrire aussi comme elle est écrite au départ, hein, votre suite. C'est juste que, rappelez-vous, quand on a ce fameux F, c'est bien pratique en fait. Vu que maintenant F, on sait qu'elle est croissante, on connaît des choses, enfin, ça va être assez pratique. On suppose que pour un certain rang n supérieur ou égal à 0, on a bien un compris entre 0 et 1, et on veut montrer qu'alors c'est vrai aussi au rang suivant. Voilà. Donc, on peut partir justement, c'est souvent le cas, hein, vous avez remarqué pour les inégalités, on peut partir de l'hypothèse de récurrence qu'on a le droit d'utiliser. Et qu'est-ce qu'on va faire? Justement, on va appliquer f. F, on a vu qu'elle est croissante sur 0,1, 0,1 ou même sur 0 plus infini. Et en plus, alors oui, on pourrait utiliser l'argument juste au-dessus. On pourrait dire UN est entre 0 et 1, donc f de UN aussi. Voilà, là on aurait pu le faire comme ça en utilisant la question juste avant. Bon, moi je veux pas trop vous changer le format de la rédaction, donc je vais rester sur le même... En fait, on va refaire un petit peu ce qui était fait à la question d'avant, mais juste pour qu'on ait une rédaction qui ressemble à ce qu'on fait d'habitude. Mais voilà, on aurait pu aussi encore plus rapidement dire, en utilisant la question précédente, que comme UN, c'est comme le X en fait, hein, UN. Comme UN est entre 0 et 1, f de UN est entre 0 et 1, donc UN plus 1 aussi. Voilà. Bon, moi, je l'ai fait comme ça. F de 0 et F de 1, on les a déjà calculés plein de fois. Enfin, plein de fois. On les a déjà utilisés en tout cas. Et donc, je récupère bien UN plus 1 entre 0 et 1. Je ne change pas le sens puisque F était croissante. Et voilà donc pour cette propriété qu'on sentait bien arriver avec la question d'avant, justement. Hein. Voilà. Elle est initialisée, etc., etc. Donc elle est vraie pour tout n. Est-ce que j'ai fini cet exercice-là? Je ne sais plus. Ah oui, non, on n'a pas fini. On demandait de déterminer le sens de variation de la suite. Alors, on peut le faire par récurrence, sans problème, en utilisant f. Donc ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a là. Il suffit de réajuster la propriété à démontrer, etc. Et ça va marcher sans problème parce que f est croissante. Sinon, on peut aussi, bon, moi ça me permet de faire un petit retour aussi sur d'autres méthodes. Maintenant qu'on sait que un est positif, on peut tenter les... Parce qu'on a une information quand même intéressante. Déjà, je peux tenter un plus 1 sur un, puisqu'elle est à terme positif. Il n'y a que le premier qui vaut pile 0. Mais quand c'est que le premier, enfin, on peut considérer qu'elle est strictement positive à partir du rang 1. Donc, il n'y a pas de souci. On peut utiliser cette méthode si on arrive à conclure. On pourrait aussi utiliser un plus 1 moins un. Alors, encore une fois, je ne vais pas faire les deux, hein, sinon on s'en sort plus. N'hésitez pas à essayer à me demander. Mais en termes de justification et de calcul, elle est un peu plus compliquée. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais me tourner vers un plus 1 sur un. Donc pas tous ceux qui se demandent comment choisir la méthode, sincèrement, il faut essayer. Moi j'ai essayé avant d'enregistrer la vidéo. Hein. Voilà. Alors des fois je le vois à l'avance, j'ai pas forcément besoin d'essayer. Là j'ai quand même, j'ai fait rapidement sur un petit coin de feuille, mais voilà, pour voir un peu rapidement ce que ça allait me donner comme type d'expression à étudier. Et il s'avère que pour un plus 1 moins un, on peut s'en sortir, mais c'est un peu plus difficile à étudier que un plus 1 sur un. Voilà, c'est pour ça que... Et vous allez voir que même là, il y a quand même un peu de travail. Hein. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que un plus 1 se présente sous la forme d'un quotient. Et donc, il y a souvent des simplifications quand c'est comme ça, avec cette méthode. Puisque là, donc rappelez-vous, hein, je bascule de ma fraction à 4 étages à 2 étages. Donc, c'est-à-dire que je vais transformer en multiplication, pardon. Donc je multiplie par l'inverse de celle qui est en bas du dénominateur. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je peux me débarrasser de ce un. Et donc il me reste 1 sur 1 plus 2 un. Alors c'est pas gagné pour autant, mais c'est légèrement mieux.
Moi, rappelez-vous, là, quand j'utilise cette méthode, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Parce que si c'est plus grand que 1, ça voudra dire que c'est celui qui est au-dessus qui est plus grand. Donc, UN plus 1. Et donc, elle serait croissante. Si c'est plus petit que 1, c'est le contraire. Donc, il faut que j'arrive à comparer à 1. Et ça, c'est pas gagné-gagné. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ce qu'on a démontré juste au-dessus, pardon. Et on va essayer de reconstruire, parce que là, comme UN, il n'apparaît qu'une fois dans notre expression, on se dit que raisonnablement, peut-être, on peut reconstruire l'expression. Donc, je multiplie par 2. J'ajoute 1. Donc là, on n'est déjà pas très loin. Et là, je vais avoir besoin de prendre l'inverse, la fameuse fonction inverse que je vais appliquer. Et la fonction inverse, souvenez-vous, c'est celle qui a les deux branches là, qui est en deux morceaux, on dirait une étoile. Elle est décroissante. Là, je suis sur les positifs, je suis entre 1 et 3, elle est décroissante, strictement. Donc, ok, je vais appliquer l'inverse. D'ailleurs, il faut que je l'applique partout. Donc, je vais avoir 1/3 et là 1 sur 1. Mais je change le sens. Là, pour le coup, je n'ai pas le choix. Bon, ça tombe bien, c'est pas une récurrence, donc c'est pas forcément inquiétant, en tout cas, qu'il y ait besoin de changer le sens. Alors, de là à là, je vais quand même écrire, hein, car la fonction inverse est décroissante sur 0 plus infini. Je ne prends pas 0 parce que c'est une valeur interdite de cette fonction. Voilà, donc du coup, j'ai 1 inférieur ou égal à 1 sur 1 plus 2 un. Donc autrement dit, mon un plus 1 sur un, il est supérieur ou égal à 1. Donc, attendez, juste... Oui, d'accord. Voilà, donc je vais juste vérifier parce que je ne me rappelais plus ce qu'on avait fait avant. Oui. Donc, il est supérieur ou égal à 1. Et donc, j'ai un qui est une suite croissante. Voilà pour la fin. Voilà. Et donc, ceux qui préféraient faire par récurrence, parce que maintenant vous avez l'habitude de la récurrence, peut-être que certains préfèrent, hein, ça se faisait très bien, avec moins de réflexion peut-être, parce que du moment où vous savez que f est croissante, en fait, c'est assez rapide, mais avec un peu plus de lignes. Après, à vous de voir ce que vous préférez quand on vous laisse le choix. Des fois, on ne vous laisse pas le choix. Alors, le 23 pour terminer. Donc, celui-là, pourquoi j'ai dit qu'il n'était pas forcément indispensable? Parce que c'est pas un classique. Voilà. Et c'est intéressant parce que ça change un peu. Vous allez voir qu'il y a une petite complication, mais c'est pas un classique. Donc, enfin, c'est pas, on n'est pas sur le socle exigible, quoi. Alors, il est très intéressant. C'est quelque chose quand même qu'on fait régulièrement avec les élèves, mais où il y a une petite subtilité qui en tout cas en début d'année, on ne le met pas dans les évaluations. Alors, donc, on vous demandait à partir de quel n ça a l'air vrai, que 2 puissance n est supérieur strictement à 2n. Bon, déjà, on sent bien qu'à un moment, ça va être vrai, hein, parce que l'exposant n, il est quand même beaucoup plus fort. Il va aller beaucoup plus vite vers l'infini que 2n. On suppose. Hein. Donc, j'ai fait des tests. Hein, j'ai essayé pour 0, pour 1, pour 2. Donc, n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4. Il s'avère que pour 0, ça marchait. Mais pour 1 et 2, ça ne marche plus, puisqu'on n'a pas strictement supérieur, on a égal. Donc, je ne peux pas les prendre. En revanche, à partir de 3, ça a l'air de fonctionner et il est assez peu probable pour que ça change, puisque comme je disais, l'exposant n, en fait, il s'envole par rapport à l'autre. On est déjà nettement, là, c'est déjà le double, à partir de n égale 4. Donc bon, on se doute que la tendance ne va pas changer. Donc il semblerait que ce soit vrai à partir de n égale 3. Donc il ne reste plus qu'à faire cette récurrence. Donc, on n'a pas de suite ici, il s'agit juste d'une propriété à démontrer qui dépend d'un entier. Alors, l'initialisation pour n égale 3, justement, j'avais fait le calcul. 2 puissance 3, c'est supérieur à 2 fois 3, strictement. Donc, P3 est vrai. Bon, jusque-là, ok. Il n'y a pas de on sait que, puisque je n'ai pas d'autres informations que la propriété à démontrer. Qu'est-ce que je suppose? Je suppose que 2 puissance n est strictement supérieur à 2n. Et je veux montrer qu'alors 2 puissance n plus 1 est strictement supérieur à 2 facteurs de n plus 1. Attention aux parenthèses. Autrement dit, je veux démontrer que 2 puissance n plus 1 est strictement supérieur à 2n plus 2. Ok, alors on y va. Bon, on n'a pas trop de choix. On va partir comme on a fait chaque fois qu'il y a les exposants là.
je pars de 2 puissance n plus 1 et je vais essayer de démontrer que c'est strictement supérieur à 2n plus 2. Donc 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Du coup, le 2 puissance n, lui, je sais qu'il est supérieur strictement à 2n, donc je peux dire que tout ça est... parce que bon, après, le 2 puissance 1, c'est un fois 2, il ne va rien changer. Hein, j'ai le droit de... Attendez, je vais l'écrire déjà. Donc, j'écris n'importe quoi, je parle encore en parlant. Donc, j'écris encore en parlant, décidément. 2n fois 2, voilà. Donc c'est pas... Parce qu'il y en a qui vont me dire que j'ai... Pardon. Il y en a qui vont me dire que j'ai remplacé. Alors j'ai pas remplacé. Décidément, on va pas y arriver là, hein, avoir un écran normal. C'est pas que j'ai remplacé, hein, c'est que si 2 puissance n est strictement supérieur à 2n, je peux tout multiplier par 2 et je vais récupérer ce que j'ai écrit là. Parce que multiplier par 2 ne change pas le sens ni rien. Voilà. Voilà, 2 puissance n, donc ça fait 4n. Et voilà le problème qu'on a, l'os, par rapport à d'habitude, c'est que là, j'obtiens 4n au lieu d'obtenir 2n plus 2. Je n'ai pas directement ce que je voudrais avoir. Donc la question, c'est est-ce que... Alors, attendez, hein, parce que... voilà, j'ai le logiciel là, qui me fait des siennes. Bon, c'est pas grave. Donc la question, c'est est-ce que lui, il serait par hasard supérieur ou égal à 2n plus 2 ? Voilà, c'est ça la question. Donc on va se la poser, parce que si jamais ça marche, ben, ce sera gagné, puisque justement, si 4n il est lui-même plus grand que 2n plus 2, ben, ça veut dire que ce que j'avais au départ, moi, c'était bien supérieur à 2n plus 2. Donc, comment je vais vous le présenter ? On va mettre OR. Or, si je pose 4n supérieur ou égal à 2n plus 2, vous pouvez mettre strictement, hein, mais en fait, le supérieur ou égal suffit, puisque j'ai déjà un strictement ici. Donc, ça, c'est équivalent à... Donc, si je mets tous les n du même côté, ça fait 2n supérieur ou égal à 2. Ce qui est encore équivalent à n supérieur ou égal à 1. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça, concrètement ? Ça veut dire que pour tous les n à partir de 1, 4n, effectivement, est supérieur ou égal à 2n plus 2. Or, nous, notre n, rappelez-vous, il est supérieur ou égal à 3. Donc, ça fonctionne. Voilà. Donc là, je vais pouvoir en déduire. Donc, 2n plus 1 est bien supérieur ou égal à... Enfin, supérieur strictement, en fait. Est bien strictement supérieur à 2n plus 2, car on est bien dans le cas où n est supérieur ou égal à 1. Donc, on est bien dans le cas où 4n est supérieur à 2n plus 2. Voilà. Et donc, ça marche. Et donc, on a bien obtenu la propriété au rang n plus 1. Et après, la conclusion, ma foi, c'est toujours la même. Hein, initialisé pour n égale 3 et... Ah ben, j'ai enlevé un mot. Okay. J'espère que je ne l'avais pas enlevé dans les versions précédentes. Et est héréditaire. Donc, par récurrence, on déduit que Pn est vrai pour tout n, supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc, voilà pour ces exercices-là. Je dirais presque pour ce chapitre, parce qu'en fin de compte, il nous reste quelques extraits de bac à voir pour que vous voyez comment c'est demandé, qu'est-ce qu'il y a autour aussi. En fait, vous allez voir que dans l'exercice de bac, on n'a pas de la récurrence tout le long de l'exercice. Hein, pas comme là, on peut avoir en évaluation, surtout en début d'année. Mais c'est enrobé, donc vous avez tout un emballage. Il y a des questions des fois sur les suites, mais plutôt ce qu'on avait vu en début d'année, les arithmético-géométriques, ou bien sur les fonctions, ou bien... Voilà. Et hop, de temps en temps, une récurrence. Donc c'est intéressant quand même d'aller voir justement à quoi ça ressemble tout ça. Bon, en tout cas, je pense que j'ai suffisamment parlé pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, même si sûrement pour la plupart c'était en pointillé parce que vous avez dû passer des moments, ce que je peux comprendre. En tout cas, j'espère que c'était quand même suffisamment clair et que ça vous a permis de vous entraîner, de comprendre encore des choses et d'être bien au point. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous le dis à chaque fois. Hein. Je suis là pour ça, donc n'hésitez pas en cas de questions ou d'inquiétudes. Merci encore, à bientôt pour la suite des épisodes.